Patrick Zec, qui m'interroge donc, est le responsable à Liège, en Belgique, de l'association d'éducation populaire Réseau Salarial qu'on a constituée avec plusieurs militants qui m'avaient fait venir pour des débats ou des formations au cours des dernières années. Et l'idée du livre nous est venue un jour où nous étions ensemble, moi à Liège, pour une formation dans le cadre d'un groupe en particulier de chômeurs qui refusent le marché du travail et sa dictature. Si vous n'êtes pas inscrit, et on s'est dit qu'il serait bon d'avoir un livre qui reprenne toutes les questions, les objections, les incompréhensions que rencontre mon travail quand je le présente dans une formation ou dans un débat. Donc voilà les circonstances. Partir des questions qui sont les plus souvent posées de ce qui fait le plus difficulté. Et en particulier, je démarre par la valeur, ce qui est vraiment un des concepts les plus compliqués de l'économie. Et du coup, l'objectif de cet ouvrage, c'est d'être un outil pour les militants. C'est un outil qui, je l'espère, leur permettra de mieux comprendre les atouts dont ils disposent. Non pas que je vais faire de la leçon aux militants qui savent bien où ils en sont, c'est pas ça la question. Mais comme chercheur, j'ai pu passer 40 ans de ma vie à un travail sur l'histoire de la sécurité sociale, en particulier sur la fonction publique, sur le salaire. Et avec cela, j'ai une capacité à dire que, mais on a déjà inventé une forme alternative de travail, cette alternative qu'on cherche là dans des communautés locales, etc., et qui sont autant de recherches absolument nécessaires. Mais cette alternative, elle a déjà été inventée à grande échelle, à l'échelle macro-sociale, par le mouvement ouvrier. Et cette histoire, je dirais, volée, parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et le mouvement ouvrier, pour le moment, est battu. C'est cette histoire volée que je veux restituer pour que les militants, aussi bien ceux qui sont issus de la tradition du mouvement ouvrier, politique et syndical, que ceux qui aujourd'hui sont dans des alternatives de production autres, dans des logiques communautaires de refus de la pratique capitaliste de la valeur, que ces militants-là s'approprient une histoire que, pour l'essentiel, ils ignorent. Effectivement, j'analyse l'échec des dernières décennies et l'offensive réformatrice, pour le moment, un peu victorieuse. Je voudrais insister sur le fait, au demeurant, que les institutions initiées en 1945 sont très solides et qu'elles sont toujours là. Après 30 ans de réforme, elles sont toujours là, même si elles sont mises en difficulté, etc. Mais enfin, de fait, ceux qui les ont construites sont aujourd'hui défensives face à l'offensive réformatrice qui tente de revenir, c'est comme ça que je l'analyse, à la pratique capitaliste de la valeur contre la pratique salariale de la valeur qui s'instaure en 1945. Je n'ai pas le temps dans ce petit exposé pour présenter le bouquin de dire ce qu'il y a dans le bouquin là-dessus. C'est le cœur du bouquin. C'est d'exposer ce que c'est que la valeur économique, de montrer que
c'est un construit né des rapports sociaux, et appelons-les par leur nom, s'agissant de la valeur, de la lutte de classe, et que dans cette lutte de classe, la classe capitaliste a imposé une pratique capitaliste de la valeur, mais que le mouvement ouvrier a été en mesure de commencer, c'est un début, et il y en a pour des siècles, je crois qu'il faut être clair sur la question, on ne change pas de société par décret. La bourgeoisie a mis 5 siècles pour en finir avec l'aristocratie, la féodalité a mis 5 siècles pour céder devant le capital. En finir avec le capitalisme prendra du temps. Peut-être pas 5 siècles, peut-être 4, peut-être 3, je ne sais rien, mais enfin ça prendra du temps. Et ce conflit entre la pratique salariale de la valeur qui commence à s'instituer depuis un siècle à peu près, parce que 45 c'est une date qui exprime en fait un mouvement plus ancien et qui se prolonge au-delà de 45. Moi j'ai étudié pour la France 1920-1980, c'est un mouvement qui n'est pas que français bien sûr, et qui est un mouvement séculaire. Ces deux pratiques de la valeur sont en conflit et l'actuelle défaite des opposants à la réforme vient de ce qu'ils n'assument pas la pratique salariale de la valeur. Ils n'assument pas la nouveauté de 45. Ils n'assument pas la nouveauté de la cotisation salaire. J'ai tout un entretien, le deuxième, sur la cotisation salaire. C'est quoi payer des salaires par de la cotisation? Payer les salaires des soignants par de la cotisation, payer les salaires des retraités par de la cotisation, payer les salaires des chômeurs par de la cotisation. C'est quoi ça? Ça signifie quoi? Il n'assume pas la nouveauté révolutionnaire du salaire à vie de la fonction publique. Et c'est parce qu'ils n'assument pas cette nouveauté de 45 qu'ils sont en permanence à la remorque de l'agenda des réformateurs et finalement font des propositions qui ne sont pas véritablement des alternatives. Ce sont des propositions qui s'inscrivent dans la lecture capitaliste de la valeur. Alors, il faut revenir aux fondamentaux. J'ai dit tout à l'heure que je ne pourrais pas présenter la totalité du bouquin au demeurant. Il faut qu'il soit acheté. Et donc, une vidéo ne le remplace pas. Mais il faut quand même que je dise très brièvement ce qui est en jeu avec la valeur. Quand on est actif, quand on produit des biens ou des services, on met en branle deux choses différentes. D'une part, on produit quelque chose qui va être utile, qui va servir, par un travail concret. On conduit des gamins à l'école, on ouvre un toit, qu'importe. Ça, c'est la valeur d'usage. La valeur d'usage, ce n'est pas l'objet d'un conflit fondamental. C'est notre rapport avec la nature. Et on est vite d'accord sur le fait qu'il est impossible de produire des valeurs d'usage si on ne négocie pas avec la nature. On est vite d'accord sur le fait que la façon dont le capital aujourd'hui agresse la nature est totalement mortifère pour l'humanité. Donc il n'y a pas de conflit sur ce point-là. On est assez vite d'accord sur ce que c'est que du travail concret, qui soit humanisant, qui construise un monde humain en produisant les biens et services qui humanisent et notre humanité et la nature. Mais conduire des gamins à l'école, c'est aussi engager éventuellement de la production de valeur économique. Pas si comme parent je conduis mes enfants à l'école, là je produis des valeurs d'usage, mais si en revanche une assistante maternelle conduit mes gamins à l'école, alors
elle produit la même valeur d'usage, mais en plus de la valeur économique qui va être exprimée dans de la monnaie. Et là, la valeur économique, c'est l'objet d'un conflit irréductible. La valeur économique, c'est ce qui exprime dans des institutions le fait que lorsque nous produisons quelque chose, nous ne sommes pas seulement pris dans la coopération éventuellement faite de conflits de personnes, etc., bien sûr, sur une production concrète. Quand nous produisons quelque chose, nous sommes également pris dans la violence de rapports sociaux qui vont définir ce qui vaut et ce qui ne vaut pas dans ce que je produis. Si je produis la valeur d'usage, conduire des gamins à l'école comme parents, c'est réputé ne pas produire de valeur économique, c'est réputé ne pas valoir. Si en revanche, une assistante maternelle conduit mes gamins à l'école, c'est réputé produire de la valeur économique. C'est réputé valoir quelque chose. Si c'est comme membre d'une association de conservation du patrimoine que je couvre un toit, on va m'honorer parce que je produis de la valeur d'usage, d'accord, mais ça n'est pas réputé produire de la valeur économique, ça ne vaut pas. Si en revanche, je suis soit artisan couvreur, soit salarié d'une entreprise de couverture agri, alors je vais produire de la valeur et ça sera reconnu par de la monnaie. Mon salaire ou mon bénéfice si je suis travailleur indépendant, le profit de mon employeur si je suis salarié dans une entreprise détenue par un propriétaire lucratif. Et sur cette question-là de la valeur économique, il y a un conflit irréductible parce que la définition de ce qui vaut est l'occasion pour un groupe dominant de ponctionner une partie de la valeur produite par des dominants. Et cela dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés ont ce tragique de la violence dans la définition de ce qui vaut dans l'ensemble des valeurs d'usage qui sont produites par l'activité. Et vous voyez bien que ce qui vaut n'est pas décidé par la nature. Le fait de dire que si comme parent je conduis les gamins à l'école, ça ne vaut pas, mais si c'est un centre qui les conduit, ça vaut, ça c'est le fruit des rapports sociaux. Il n'y a rien de naturel dans la valeur économique. Rien. La valeur économique a une définition exclusivement politique. La valeur économique, dans la mesure où elle exprime l'antagonisme entre ceux qui vont maîtriser sa définition et sa pratique, et du coup capturer à leur profit une partie de la valeur, et ceux qui vont leur être subordonnés, que ce soit la subordination des paysans aux prêtres, des serfs aux seigneurs, de l'esclave à l'homme libre, ou du non-propriétaire au propriétaire dans le cas du capitalisme. Cette définition de la valeur est l'enjeu d'un conflit de classe. Ce qui est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que ce conflit de classe a généré des institutions qui décident de nos comportements. Nous croyons que nous décidons de nos comportements, mais en général, ce sont les institutions qui décident de nos comportements. Et donc, les institutions que la classe capitaliste a créées, encore une fois, elle a mis 5 siècles, pour asseoir sa pratique capitaliste de la valeur, elle détermine nos comportements, y compris quand nous les croyons totalement libres. Et donc, s'en défaire, c'est très long. Ça, c'est la partie mauvaise de la nouvelle. Mais la partie bonne de la nouvelle, c'est que puisque c'est le fruit
de la lutte de classe, évidemment que la lutte de classe va faire bouger ces institutions et va les subvertir. Et de même que la bourgeoisie a fini par l'emporter sur l'aristocratie, de même, ce qu'a exprimé jusqu'ici la classe ouvrière, est-ce que c'est encore la classe ouvrière qui va continuer à le faire? Je n'en sais rien, mais a commencé à instituer une autre pratique de la valeur qui va poser une classe révolutionnaire comme candidate à la direction de la valeur à la place de la bourgeoisie. Et donc, les choses sont absolument ouvertes. Et la cerise sur le gâteau, parce que si vous prenez des travaux d'un certain nombre de collègues, ils vont dire que oui, c'est possible de sortir du capitalisme. Mais en général, c'est toujours demain. Il n'y a pas de déjà là, il n'y a rien qui anticipe ce qui est attendu. Le propre de mon analyse du salaire, de la sécurité sociale, de la fonction publique, etc., enfin de tout ce que j'ai pu étudier au cours des dernières décennies, c'est de montrer qu'il y a un déjà là anticapitaliste. Que la classe révolutionnaire, elle a déjà commencé à instituer une autre pratique de la valeur. À se passer de la valeur, puisque la valeur c'est la violence. Parce que dire que toute production de valeur renvoie à la violence des rapports entre les humains, c'est dire que la société que va construire la classe révolutionnaire en train de se constituer, et que j'appelle moi le salariat, un terme qui est controversé par mes collègues, mais ce bouquin-là, je passe beaucoup de temps à justifier le choix de ce terme. La classe révolutionnaire qui est en train de se constituer ne va pas abolir la violence. La société nouvelle qui naîtra des coups de boutoir successifs. Hein. L'histoire, c'est pas un long truc comme ça, genre fleuve tranquille. C'est pas non plus le grand soir. C'est pas du tout ça. C'est des moments d'accélération de l'histoire dans lesquels s'instituent des alternatives aux institutions du capital. Et puis ensuite des moments beaucoup plus atones dans lesquels eh bien, le capital reprend la main. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait sous le nom de réforme. Hein. C'est la façon dont le capital reprend la main, la réforme. Cette société qui va se construire par coups de boutoir successifs. Il y a eu le coup de boutoir de 1945. Moi, je passe mon temps, et avec comme des centaines de milliers d'autres, à préparer le prochain, qui n'est pas programmable, mais qu'il faut tout le temps préparer. Cette société ne sera pas une société sans violence. Ce ne sera pas une société, ce ne sera pas la fin de l'histoire. Ce ne sera pas une société dans laquelle il n'y aura pas besoin d'exprimer par une institution cette violence. La monnaie, précisément, en tant que mesure de la valeur, est l'expression de cette violence, c'est l'institution de gestion de cette violence. Supprimer la monnaie, c'est aussi absurde que de dire ben, je supprime le thermomètre, comme ça il n'y aura plus de fièvre. Ah non, je suis sûr que non. Et ceux qui veulent faire une société sans monnaie, c'est-à-dire une société sans travail, hein, puisque le travail c'est la part de l'activité qui, produisant de la valeur économique, a une expression monétaire. Ceux qui veulent faire une société de l'activité, de la transparence des valeurs d'usage, certes, ont raison de s'insurger contre la violence sociale, mais en la niant, ils nous offrent
Et ils s'offrent à eux-mêmes des solutions illusoires et dangereuses, parce que le pouvoir évacué par la porte revient par la fenêtre et de la pire façon. Donc, faire œuvre révolutionnaire, ça n'est pas faire un pas de côté dans la négation de la valeur économique, c'est travailler à l'euphémisation de la violence, de la valeur économique, à une humanisation de la violence qui est coextensive à notre activité de production dans notre monde commun, et dire que la violence sera encore présente dans une société qui se sera débarrassée du capitalisme. Autrement dit, dire qu'il n'y a pas de société sans classe, ça n'est pas dire que tout est dans tout et que ça ne vaut pas le coup de changer, puisque de toute façon, ce sera pareil demain. Mais non, ce ne sera pas pareil. Parce que la violence capitaliste, alors là, j'ai 3 entretiens sur la question, sur comment, ça veut dire quoi, une société où on a généralisé les institutions de la salariale de la valeur, et comment y aller. La violence capitaliste est infinie, puisqu'elle nous nie comme producteurs de valeur. Elle nous impose de passer par les fourches codines du marché du travail, de produire des marchandises capitalistes sous la subordination à un propriétaire, de mettre en valeur du capital. Elle détruit souvent le travail concret dans sa forme, par l'imposition de la violence du travail abstrait capitaliste. La violence d'une société qui se sera débarrassée du capitalisme sera infiniment moindre. Ce sera une société de copropriétaires d'usage de tous les outils de travail, qui auront un salaire à vie, qui décideront et de ce qui sera produit, les valeurs d'usage produites, c'est une condition pour qu'il y ait une production écologique, que ce soit nous qui décidions, bien sûr, qui décideront de la hiérarchie, qui décideront de l'investissement, qui auront les outils de maîtrise de l'investissement, qui participeront au jury de qualification, enfin, etc. J'explique tout ça dans le bouquin, c'est pas la peine que je le présente ici en détail, bien sûr. Une telle société, certes, continuera à définir le travail concret à partir du travail abstrait, à définir la valeur d'usage à partir de la valeur économique, oui, bien sûr, comme toute société. Et donc à connaître la violence. La violence, ce sera la violence de la hiérarchie des salaires. Par exemple, de 1 à 4, tout le monde aura un salaire à vie qui démarrera à 18 ans à 1 500 € et qui pourra aller jusqu'à 6 000 € par exemple, si nous sommes un rapport de 1 à 4, mensuel net. Il y a bien violence là, dans le fait qu'une partie capte la valeur produite par une autre. Enfin, cette violence n'a rien à voir avec la violence capitaliste. Nous sommes tous copropriétaires, nous décidons tous, et nous allons nous battre sur l'ampleur de la hiérarchie des salaires, les critères de qualification, les jurys de qualification. C'est-à-dire que tout ça va être l'objet d'un débat politique permanent. Nous aurons l'institution de gestion de la violence. Nous disposons d'outils microéconomiques. Il y a énormément d'expérimentation d'une production alternative à la production capitaliste. Aussi bien en termes de suppression du marché du travail, de suppression de l'actionnariat, de suppression de la marchandise capitaliste, de suppression de l'appel au crédit par le marché des capitaux. Il y a déjà des expérimentations locales. Mais ce n'est pas l'objet de mon bouquin.
Parce que, et chacun le voit bien, l'addition de ces expérimentations locales ne sera pas suffisante pour en finir avec la pratique capitaliste de la valeur. Il faut remplacer, détruire et remplacer les institutions macro-sociales de la pratique capitaliste de la valeur. Il faut supprimer et remplacer l'emploi, par exemple. Eh bien, nous avons déjà en la matière énormément de choses qui sont faites. À travers la socialisation du salaire, nous reconnaissons la valeur économique produite par des fonctionnaires. C'est l'impôt qui socialise le salaire, là, qui n'ont pas d'employeur, au sens où leur supérieur hiérarchique ne peut pas les licencier, ni les embaucher. Ils ne sont pas payés pour leur poste, la qualification de leur poste, comme dans la convention collective. Ils sont payés pour leur qualification personnelle, qui est un attribut de leur personne et qui leur vaut salaire à vie. Nous avons déjà une expérimentation exceptionnelle du salaire à vie contre l'emploi. Mais nous avons une expérimentation exceptionnelle du salaire à vie dans la retraite, dès lors que l'on a une pension proche de son salaire. Ce qui concerne la moitié des retraités à peu près. Nous avons déjà également des anticipations du salaire à vie dans le statut des intermittents du spectacle, dont le salaire n'est pas que le rapport microéconomique entre un employeur et son salarié. Ça, c'est la moitié de leur salaire, mais l'autre moitié, c'est la mutualisation à l'échelle nationale de la valeur ajoutée dans la cotisation UNEDIC. Donc, nous avons des outils à travers la cotisation salaire qui ne demandent qu'à être prolongés. S'agissant de la copropriété, nous avons eu une expérience absolument formidable dans les années 50-60 de copropriété d'usage de la sécurité sociale qui était gérée, alors qu'elle représentait l'équivalent du budget de l'État, qui était gérée par des salariés élus qui élisaient les directeurs des caisses. Ce que nous avons su faire, et de manière remarquable pendant 15 ans, nous pouvons le refaire. Encore faut-il revendiquer en permanence une gestion par les salariés eux-mêmes de leur outil de travail, et donc une propriété de l'outil de travail par les salariés. Alors pour qu'il y ait propriété de l'outil de travail par les salariés, il faut des productions sans profit. Nous avons déjà des productions sans profit, ça existe déjà. Nous avons déjà des productions qui ne donnent lieu à aucun dividende, qui n'enrichissent pas la propriété lucrative. Généralisons-les, bien sûr. Il faut, si nous voulons maîtriser l'investissement, il ne faut pas simplement supprimer la propriété lucrative, et donc supprimer les dividendes, supprimer le taux d'intérêt, mais il faut supprimer le crédit, il faut supprimer le prêt pour financer l'investissement. Mais là, nous l'avons aussi déjà inventé. Comment est-ce qu'on a financé les CHU dans les années 50, 60, quand on crée les centres hospitalo-universitaires qui sont des vraies usines? On n'a pas fait appel au marché des capitaux. On a mutualisé la valeur ajoutée supplémentaire qui allait être créée par tous les soignants qui allaient être embauchés dans ces hôpitaux nouveaux sous forme de cotisation maladie, et la cotisation maladie a subventionné les hôpitaux. L'investissement hospitalier a été financé par une subvention, pas par un prêt. Donc, je n'ai fait aborder que quelques exemples, mais qui montrent que nous avons déjà toutes les institutions qui nous permettent de faire un prochain bond dans l'affirmation des institutions salariales de la valeur, et donc dans la marginalisation du capitalisme. La marginalisation du capitalisme, je précise, ça ne veut pas dire que on va s'accommoder de ce capitalisme marginal. On va continuer à le détruire, hein, bien sûr. Hein. J'ai insisté sur le fait que détruire le capitalisme, ce n'est pas une affaire de grand soir, parce que toutes nos pratiques
sont pour le moment largement déterminés par les institutions capitalistes de la valeur, justement, et donc il faut se défaire de ces pratiques, ce qui n'est pas simple, ce qui est long. Donc ce n'est pas une affaire de grand sens, mais ce n'est pas non plus une affaire de mouvement graduel où par petites réformes successives on change les choses, pas du tout. Hein. C'est par des moments d'intense lutte de classe dans lequel la classe révolutionnaire est victorieuse et impose une institution encore plus forte de sa pratique de la valeur, jusqu'à ce que, X dizaines d'années plus tard, un autre mouvement du même type aille encore plus loin, et c'est ce que l'on observe dans la façon dont la bourgeoisie s'est imposée progressivement entre le XIVe et le XIXe siècle. C'est ça qui nous attend maintenant, plutôt que nous allons faire ensemble. Mais parce que enfin, en tout cas les militants que je ne connais pas tous les militants, mais les militants que je connais relèvent de deux traditions, disons la tradition cégéto-communiste, qui est la mienne, hein, où on trouve la CGT, Solidaire, la FSU, Attaque, les Amis du monde diplomatique, le Front de gauche, le NPA, disons voilà, bon, cette tradition-là, les militants ont été formés dans une lecture de 45 que je trouve extrêmement fautive, qui justement sous-estime le caractère révolutionnaire de 45 et du coup les désarme contre les attaques d'une classe dirigeante qui, elle, sait que 45 c'est anticapitaliste et cherche à le détruire de façon fort assidue. Et puis la tradition à laquelle je faisais allusion de tous ces, on va dire, ces trentenaires qui refusent le marché du travail, qui refusent la marchandise capitaliste, qui refusent d'alimenter le capital, aussi bien dans leur pratique de consommation que dans leur pratique de production. Très souvent, en réaction à la tradition cégéto-communiste, ils ignorent tout de 45, absolument tout. Et donc, soit qu'ils en aient une lecture erronée, soit qu'ils l'ignorent, les militants sont pour le moment, à mon sens, désarmés.